Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec 25 minutes de grand entretien face à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est Sandra Ouabian, la directrice générale du CREDOC, qui nous dira tout à l'heure si la société française est prête pour l'impact. Dans cette émission, je reçois également Olivier Machineau, le fondateur et président de Clareo. On fera le bilan de la révolution des LED et des autres innovations en matière d'éclairage. Le débat de ce Smart Impact portera sur la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire qui touche 10 millions de personnes en France. Et puis dans notre rubrique Startup, on restera sur ce thème avec Atypique qui propose de remettre dans le circuit de consommation les fruits et légumes rejetés par la grande distribution. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de Smart Impact, c'est Olivier Machineau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, président de Clareo. Vous l'avez créé en 2012 avec Damien Sipos. Est-ce que c'était pour accompagner la révolution des LED ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que l'éclairage LED, c'est une nouvelle technologie et c'est carrément une révolution, comme dans d'autres secteurs, par exemple dans le domaine de la photo, où tout est passé au numérique. Oui. C'est un petit peu la même chose et ça a été une vraie révolution dans l'éclairage. À quel point ? C'est-à-dire qu'une ampoule LED, c'est beaucoup plus économe en énergie. Quelles sont ses qualités par rapport à nos vieilles ampoules ? Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Ça change beaucoup. Ouais. Déjà en consommation, on divise par 2 jusqu'à 7 la consommation d'électricité, d'une part. Et sur la durée de vie, ça n'a rien à voir non plus, puisqu'on a des durées de vie qui sont passées de l'ordre de 1000 heures à 5 à 10 ans. Donc en termes de renouvellement, il y en a beaucoup moins, et tout ça est bon pour le développement durable. Évidemment, et on fera ce bilan. Alors des solutions d'éclairage innovantes, c'est pas seulement mettre des LED un peu partout, évidemment. Est-ce que la clé, c'est aussi la connectivité des produits qu'on installe ? Alors c'est vrai que l'éclairage est de plus en plus connecté, de plus en plus intelligent. On sort chez nous et puis chez certains confrères tout ce qu'on appelle le smart lighting, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Sur l'éclairage déjà, mais même à l'échelle du bâtiment. Sur l'éclairage, on peut reproduire des lumières d'extérieur, on peut avoir des intensités lumineuses constantes sur un plan de travail par exemple, on peut faire la détection de présence. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand on passe à une solution de smart lighting, on divise encore la consommation par 2. Donc c'est intéressant économiquement, même si l'investissement peut être légèrement supérieur. Oui, alors effectivement, il y a l'impact sur le budget des entreprises que vous équipez, et puis il y a l'impact carbone. Est-ce que vous avez pu modéliser ce que vous faites économiser finalement en consommation d'électricité et d'énergie par vos clients ? Bien sûr, et quand on fait le bilan carbone d'un produit, de l'approvisionnement des matières premières jusqu'au recyclage, en passant par la production, les émissions principales sont liées à l'utilisation du produit. Et donc, c'est plus de 95% des émissions. Donc, le rendement du produit et le fait qu'il consomme un minimum est primordial pour le bilan carbone total du produit. Et quand on prend le transport, par exemple, le transport représente moins d'1% des émissions du produit. Parce que même s'il dure quelques semaines, comme le produit a une durée de vie de l'ordre de 5 à 10 ans, c'est assez négligeable en fait. Effectivement. Et économie d'électricité et donc de budget. C'est-à-dire que la rentabilité d'une installation, je rentre jusqu'à la connectivité du smart lighting comme vous parlez, c'est en quoi ? C'est en quelques années ? Ça dépend évidemment, j'imagine, de l'ampleur de l'installation. Mais... Oui, puis ça dépend de ce qu'on remplace. Quand on remplace les anciennes technologies que tout le monde connaît, l'halogène, les néons, ce qu'on appelle les tubes fluorescents, les retours sur investissement sont extrêmement courts, de l'ordre de 6 mois. 6 mois, c'est ultra rapide. Tout à fait. Donc, c'est très, très rapidement rentable. Et en fait, aujourd'hui, on en est aussi à remplacer des premières technologies d'éclairage LED, puisqu'entre les premiers produits qui sont sortis il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, on a diminué la consommation, on a divisé la consommation par 4. Donc même quand on remplace de la LED aujourd'hui, le retour sur investissement, il est plus de l'ordre d'1 an ou 2, mais il est quand même assez court, alors qu'on remplace de la LED par la LED. Et il y a encore beaucoup d'installations halogènes, par exemple ? Ça existe encore ? Ou ces néons, là je suis en train de me demander si on n'en a pas ici dans notre studio, mais il y en a encore beaucoup. Alors l'halogène, c'est interdit à la vente déjà depuis 3-4 ans, et les tubes fluorescents, les néons, sont interdits depuis 2023 de mémoire. Mais on en trouve encore
trouve encore d'installés, bien sûr. Ouais. On en trouve encore d'installés. Ouais. Vous affichez un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros en 2024. Et vous dites 10% des Français sont éclairés par Claréo. Comment vous arrivez à ce chiffre? Parce que ça fait beaucoup quand même. Eh oui, on est assez fiers d'annoncer qu'on éclaire aujourd'hui 10% des Français. Et en fait, comment ça a été calculé? On a regardé le nombre de produits vendus depuis le début, depuis la création de Claréo en 2012. Ouais. Et on est à 11 millions de produits aujourd'hui vendus. Et quand on fait un petit calcul assez simple d'ailleurs, on arrive à 10% des Français éclairés aujourd'hui par nos solutions, principalement sur le lieu de travail, puisqu'on travaille principalement sur l'éclairage professionnel. Est-ce que vous contribuez aussi au bien-être des salariés, des gens qui finalement, ou même des utilisateurs des sites que vous avez équipés? Oui, vous avez raison. L'objectif de l'éclairage LED et de cette révolution technologique, c'est de faire des économies et d'accompagner la transition énergétique. Mais en même temps, on peut améliorer fortement le confort des utilisateurs avec la qualité de lumière, avec le pilotage de la lumière, comme on en parlait, notamment avec le smart lighting. Et c'est quelque chose d'important, notamment sur le lieu de travail. Les collaborateurs, parfois, se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de lumière, trop de lumière. Et avec la LED, on est beaucoup plus précis. Et clairement, il y a pas mal d'études qui montrent que le confort a été beaucoup amélioré. Vous disiez tout à l'heure reproduire la lumière extérieure. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a des solutions donc intelligentes qui reproduisent le rythme circadien de l'homme. Et vous savez qu'au début de la journée, la lumière est un petit peu plus chaude et moins puissante. À midi, le soleil tape, la lumière est plus blanche. On parle en Kelvin, et donc on est aux alentours de 5-6 000 Kelvin. Et la lumière est plus forte. Et en fin de journée, au coucher de soleil, la lumière est plus jaune et plus faible. Eh bien, en intérieur, on est capable de reproduire ce scénario, même quand il fait pas beau, ça arrive parfois à Paris. Ah bon? Et donc, on peut avoir une lumière qui correspond à un jour de beau temps en intérieur. Et il y a des études qui montrent que avec ce système, on améliore et le confort des utilisateurs, mais également la productivité, le bien-être au travail, ce qui est important de nos jours. Évidemment. Est-ce que vos produits sont éco-conçus? On parlait de cycle de vie tout à l'heure. Est-ce que depuis, donc c'est une douzaine d'années que Claréo existe, vous avez progressé finalement dans l'éco-conception de vos produits? Oui, sur tous les aspects développement durable et RSE, on est assez en avance, on a mis pas mal d'énergie là-dessus et aujourd'hui, la majeure partie de nos produits sont éco-conçus. Alors ça veut dire quoi? Il faut rentrer dans le détail. Ça veut dire qu'ils sont conçus pour émettre un minimum d'émissions. Donc ça passe par le rendement des produits, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils consomment un minimum, puisqu'on a vu que c'était très important en termes d'émissions. Ça passe par la fabrication, donc on économise beaucoup sur la matière, sur l'encombrement des produits, puisque quand ils sont moins encombrants, ils émettent moins lors du transport par exemple. Et d'ailleurs, le coût est inférieur, donc c'est gagnant-gagnant. Donc on joue sur un ensemble de choses pour que le produit émette un minimum d'émissions de CO2 de la conception jusqu'au recyclage. Et est-ce que c'est aussi grâce à ces efforts que vous avez étendu la garantie la durée de garantie de vos produits? C'est pas directement lié, mais c'est vrai que comme on a une fiabilité extrêmement importante sur nos produits, on a annoncé ce mois-ci la garantie 7 ans de nos produits, ce qui est quelque chose d'assez unique sur le marché, et ça montre la fiabilité des produits d'éclairage LED. Donc s'ils sont garantis 7 ans, ça veut dire que leur durée de vie va être bien supérieure. Alors rendez-vous compte, vous installez dans une entreprise tout un ensemble de luminaires, et vous pouvez les garder pour 10 ou 15 ans. Donc c'est bien économiquement, mais c'est aussi et surtout bien pour la planète. Il y a des fiches environnementales des produits Claréo? Oui, ça s'appelle les fiches PEP, et là on mesure vraiment, c'est quand même assez énergivore à faire, les émissions de la production du produit jusqu'au recyclage. Et aujourd'hui, il y a une majorité de nos produits qui ont cette fiche PEP. C'est demandé de plus en plus par la réglementation et c'est demandé aussi par nos clients. Donc on est assez en avance sur ce sujet-là aussi. Et qu'est-ce que ça devient une ampoule LED quand elle est vraiment en bout de cycle de vie? C'est recyclable? C'est recyclé à 99%, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs au passage que les technologies précédentes qui, vous savez, avec les lampes fluo compactes, émettaient du mercure, etc. Il y avait beaucoup de métaux rares qu'on a essayé d'enfouir à droite et à gauche. Sur la LED, c'est très très recyclable. Tous les matériaux sont recyclables. Il n'y a qu'une petite partie du phosphore, vous savez, de la chip LED qui va éclairer, qui n'est pas complètement recyclable. Et donc, il y a des organismes pour ça, comme ESR en France, avec qui on travaille et qu'on finance pour ce recyclage. Je voudrais qu'on prenne un ou plusieurs exemples, parce qu'il y a des organisations, des services publics qui ont fait appel à vous. Par exemple, le musée d'Orsay. Alors évidemment, moi, ça me fait rêver. Est-ce que c'est un bâtiment comme un autre
ou est-ce qu'il y a un défi particulier quand on éclaire un musée? C'est un musée toujours particulier Bah oui, par oui. définition. Donc c'est vrai qu'on a éclairé une partie du musée d'Orsay, puis d'autres bâtiments publics comme la Sorbonne, comme Sciences Po. Et on est amené parfois à faire vraiment des luminaires sur mesure. Si vous allez à la Sorbonne aujourd'hui dans la bibliothèque, vous allez voir des arches lumineuses uniques développées sur mesure pour ce lieu. Donc ce sont des lieux uniques qui font appel à des luminaires uniques. Oui. Et à Orsay aussi, parce qu'il y a aussi une question de... On parlait du bien-être, il y a aussi une question du bien-être, j'allais dire, des tableaux. On n'éclaire pas un tableau comme... Il y a des tableaux qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, par exemple. Vous avez dû tenir compte de ça? Oui, alors dans les musées, ce qui est important, c'est la qualité de la lumière. Ouais. Ça s'appelle l'IRC, si on veut être un petit peu technique. C'est l'indice de rendu des couleurs. Et effectivement, il faut que la lumière ait un rendu de couleur le plus près possible de ce que voit l'œil. Et donc, on atteint des valeurs de 90-95% ou plus. Donc, ce sont des chips, des puces qui vont éclairer assez spécifiques pour avoir ce niveau d'IRC. Et donc, c'est d'autant plus important dans ce type de lieu. Ouais. Dernière question, il nous reste une minute sur la CSRD, le bilan extra-financier. Je ne suis pas sûr que votre entreprise soit tout de suite concernée. Vous vous y préparez? Vous trouvez que c'est trop compliqué? Alors, on n'est pas éligible pour l'instant. Ouais, c'est ça. On devrait être éligible peut-être dans quelques années, 3-4 ans, d'après nos informations. Et en plus, apparemment, c'est un petit peu remis en cause. Mais l'idée, c'est de standardiser un petit peu le reporting justement sur les émissions. Et pour une entreprise qui est plutôt en avance comme la vôtre, c'est intéressant parce que s'il n'y a pas de standard, on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme les fiches PEP, il y a des standards. Donc, c'est important de comparer ce qui est comparable et de voir quelles sont les entreprises qui font le plus d'efforts là-dessus avec un standard. Donc, nous, on pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup Olivier Machineau et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe tout de suite à notre débat, la lutte contre le gaspillage alimentaire au programme. Smart Cause, c'est une rubrique que l'on vous propose tous les mois en partenariat avec DIFT pour mettre en avant une association. Et aujourd'hui, c'est le Chaînon Manquant. Bonjour Valérie de Margerie. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, la présidente du Chaînon Manquant. Clara Piget, bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondatrice et responsable des opérations de DIFT. Valérie de Largerie, présentez-nous cette association, le Chaînon Manquant. Quelle est votre cause? Alors, le Chaînon Manquant, nous avons créé le Chaînon Manquant il y a un peu plus de 10 ans, avec une mission simple, sauver des surplus alimentaires frais de qualité et les redistribuer immédiatement aux associations de solidarité qui en ont besoin. Ouais. Voilà, donc notre cause, en 2014, on va peut-être partir de là, on parlait de 6 millions de personnes en insécurité alimentaire. C'est un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis, de manière catastrophique d'ailleurs. Oui, j'ai vu 10 millions de personnes. C'est ça, voilà, 10 millions de personnes aujourd'hui, un Français sur 3 qui disent privés de nourriture. Et puis, en parallèle, on commençait à parler du gaspillage alimentaire, de son ampleur, à savoir en France 10 millions de tonnes de nourriture gaspillée chaque année, malgré l'impact environnemental de leur production. Voilà, donc des estomacs vides d'un côté, des poubelles pleines de l'autre, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'on a créé le Chaînon Manquant, en nous concentrant sur ce qui manquait le plus à l'aide alimentaire, c'est-à-dire des produits frais, variés, de qualité. Ouais. Et alors, combien de tonnes de produits vous avez sauvés en 10 ans? Ah, c'est une bonne question. Un peu plus de 2,8 millions de repas. Eh bien, ça fait combien de... Ça doit faire beaucoup de tonnes de denrées alimentaires. Je veux bien que vous nous présentiez DIFT en quelques mots, même si l'entreprise a déjà participé évidemment et nous a déjà présenté d'autres associations que vous accompagnez. Avec plaisir. Donc DIFT, déjà, c'est le nouveau nom de Captain Cause, qui a changé de nom il y a quelques mois. C'est une société à mission qu'on a structurée avec un objectif, celui de lever des fonds pour des associations et leur donner de la visibilité. Et donc concrètement, on a développé un logiciel et une plateforme qui permet aux entreprises de développer leur générosité et d'impliquer leurs clients, leurs collaborateurs, leur communauté dans le choix des causes qui sont financées. Ça permet de donner de la visibilité à toutes ces initiatives. Donc ce sont des entreprises qui mobilisent quoi, leurs collaborateurs, leurs salariés pour donner d'une certaine façon? C'est essentiellement leurs clients qui sont mobilisés. Donc, on a des entreprises qui ont des grands programmes de fidélité qui proposent de transformer des points qui ont été accumulés en consommant en dons à des assos, par exemple, ou bien qui, à Noël ou pour les anniversaires des clients, leur offrent un DIFT, donc un don cadeau, qui sera fléché à une association. Et ces enjeux de précarité alimentaire, il y a beaucoup d'entreprises qui y sont sensibles, qui s'y associent d'une certaine façon?
C'est un sujet qui est très bien compris et entendu par les entreprises, donc elles se lancent dans l'aventure de soutenir ces associations. L'année dernière, il y avait eu des grands appels qui avaient été faits, notamment par les Restos du Cœur, autour des sujets de précarité alimentaire. Disons que c'est un sujet qui existe dans le quotidien des gens et qui ne peut pas être ignoré par les entreprises, donc elles se lancent dans l'aventure. Alors il y a eu des façons assez simples de commencer leur engagement en donnant par exemple des invendus. Donc Valérie me disait tout à l'heure que le point d'entrée du chaînon manquant des entreprises, c'était les restaurants d'entreprise. Ouais. Et maintenant, ce qu'il faut développer, c'est le financement des associations, leur fonctionnement, leur développement et le fait qu'elles grandissent. Vous nous disiez, le chaînon manquant a été créé il y a 10 ans, les Restos du Cœur, ça fait beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Où est-ce que vous vous êtes dit, mais là, il y a vraiment il y a un trou dans la raquette, quoi. Oui, la réactivité. Oui. En fait, sur ces produits frais, fragiles, rapidement périssables, ça peut être des repas préparés ou des produits bruts, mais en fait, ce sont des produits à cuisiner ou à consommer dans les 2 jours, voire même aujourd'hui. Donc, on est des champions de la réactivité. Okay. Je vous explique un peu comment ça marche. Oui, allez-y. Ouais, chaque jour, on a des équipes de bénévoles mobiles qui collectent des surplus frais de qualité auprès des professionnels, des restaurants d'entreprise, l'événementiel, la de production. Et puis, on les redistribue dans la foulée, dans les 2 heures, aux associations qui en ont le plus besoin. Est-ce que vous travaillez aussi avec les supermarchés, avec la grande distribution ? Oui, après je dirais que c'est pas... On a innové sur d'autres secteurs, là-dessus il y a beaucoup d'acteurs. Ouais. Parce que la loi AGEC a quand même changé la donne. Il y a une obligation pour les supermarchés de ne plus jeter, de ne plus détruire leurs invendus. Est-ce que ça vous a obligé, alors vous avez un peu répondu à la question, mais à organiser une collecte différente, supplémentaire, parce que d'un seul coup, il y a peut-être plus de nourriture qui est arrivée sur ce marché ou qu'on a eu la capacité de donner, de redistribuer. Oui, alors on a grandi avec ces lois, nous, parce ouais. qu'en fait, la première loi Garot, c'est 2015, donc on a accompagné tout ce mouvement, et simplement, nous, on s'est engagé sur le secteur principalement de l'événementiel, de la restauration collective, parce qu'on a vraiment cette recherche de produits un peu différents auxquels les associations n'ont pas accès. Et on a pensé tout notre dispositif comme ça. Et après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des plannings de collecte et de base pour mobiliser des équipes. Et puis ensuite, on a des demandes de collecte urgentes qui arrivent tous les jours. Et c'est tout le défi quotidien de notre équipe de les intégrer sur les circuits en cours. Et avec quelles associations vous travaillez ? Vous êtes l'association des associations, en quelque sorte. Oui, on est un peu aidant des aidants sur la solidarité alimentaire, absolument. On travaille avec une grande diversité d'associations et justement, on va flécher les produits en fonction des associations. Donc, si on a des fruits et légumes bruts à cuisiner, ça ira dans des restaurants solidaires. Si on a des grands plats collectifs à partager au centre d'hébergement ou des sandwichs et des salades, distribution étudiante, par exemple. Clara Piget, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres associations que les entreprises peuvent ou veulent accompagner sur ces thématiques de lutte contre la précarité alimentaire ? Sur la précarité alimentaire, oui, j'en ai 2 en tête notamment. On travaille avec Hop Up Food, qui est une association qui pourrait être comparée au chaînon manquant, puisqu'ils mettent aussi en place une interface entre les personnes qui ont des invendus, plutôt des épiceries et des magasins généraux, quoi. Et des personnes qui sont en situation de précarité et qui voudraient aller chercher des paniers d'invendus gratuitement auprès de ces magasins. Donc eux, c'est vraiment une application digitale et du direct aux bénéficiaires. Et on travaille aussi, par exemple, avec Copain, Valérie mentionnait à l'instant les aides pour les étudiants, qui, eux, font la distribution. Donc, eux, c'est plutôt des bénéficiaires du chaînon manquant et le bout de la chaîne. Oui. Est-ce qu'il y a des enjeux de traçabilité, de sécurité alimentaire ? J'imagine Bien que sûr. oui. Oui, c'est un sujet compliqué. Qui est responsable du produit ? Il y a pas mal d'enjeux sur ce sujet. Il y a également la garantie de la chaîne du froid. Donc, nous, on travaille en camionnette réfrigérée. Et puis, ça veut dire qu'à partir du moment, pardon, nous interromps, à partir du moment où vous récupérez les produits, c'est vous qui devenez responsable ? Oui, absolument. On en est propriétaire. Et jusqu'à ce que vous les livriez aux associations et elles deviennent responsables à ce moment-là ? Elles deviennent responsables à ce moment-là. Chacun est responsable de la partie de la chaîne alimentaire qu'il maîtrise. Est-ce que c'était l'argument donné par certains pour jeter, avant les lois ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il y avait une grande peur. Les premières années, le sujet, c'était d'être crédible.
Donc c'est pour ça qu'on a travaillé tout de suite avec des grands noms. Notre première action terrain, c'était Roland Garros. Donc voilà. Donc c'était important en fait de rentrer avec des grands qui allaient justement. Ça rassure les autres après. Gages, voilà, de crédibilité. Oui, effectivement. Vos bénéficiaires directs, vous disiez, on est malheureusement autour de 10 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Comment on la définit? C'est quoi? C'est quand on est obligé de sauter un repas par jour? C'est quoi le critère? Oui, alors je vais vous dire là-dessus, je ne vais pas vous répondre clairement parce qu'en fait, effectivement, il y a l'insécurité alimentaire, la précarité alimentaire. En fait, il y a tout un panel un peu de difficultés de se nourrir. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui sautent des repas. Ça, c'est assez récent. Alors qu'avant, on allait plutôt dire on ne répond pas à ses besoins nutritionnels. Aujourd'hui, on parle de faim en France. C'est assez nouveau. Ouais. Avec une population jeune qui est notamment concernée, Clara Piget? Les populations qui sont sensibles à toutes ces précarités, c'est souvent les mêmes, malheureusement. Quand on parle précarité logement, précarité alimentaire, ça va être beaucoup les jeunes, donc les étudiants, jeunes actifs qui ne gagnent pas assez bien leur vie pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les familles monoparentales, donc là, les femmes sont particulièrement touchées. Donc voilà, c'est des publics qui cumulent les sensibilités et aussi les difficultés et les fragilités. Donc oui, c'est des publics qu'on retrouve chez beaucoup d'associations et parmi les bénéficiaires de beaucoup d'assauts qu'on accompagne. Est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes dans cette situation d'insécurité ou de précarité alimentaire? Il y a eu la période Covid qui a servi un peu de révélateur. Oui, bien sûr. Mais effectivement, en fait, il y a vraiment tout un panel de populations différentes. Donc, les étudiants, bien sûr, depuis le Covid, c'est flagrant. En fait, nous, toutes les associations qu'on aide, elles nous disent « vous ne faites pas assez ». On est vraiment face à un effet ciseau avec des surplus quand même qui diminuent. Globalement, parce qu'on progresse sur ces sujets-là. Et par contre, des besoins qui explosent parce que la précarité explose. Et donc, c'est autant les étudiants, et c'est dramatique, hein, bien sûr, mais effectivement, des mamans qui ne vont pas manger pour pouvoir nourrir leurs enfants. Voilà, c'est vraiment tout un panel. Je voudrais qu'on parle des Jeux Olympiques parce que vous avez été directement impliqué. Voilà, ça a été un immense succès collectif, populaire, peut-être aussi un moment de fierté nationale. On n'a pas tant que ça, donc on peut se le rappeler. Mais il y avait quand même cet enjeu de gâchis, de gaspillage alimentaire. Je ne sais pas, là aussi, vous n'avez peut-être pas le chiffre, mais j'imagine des tonnes de nourriture qui n'étaient pas forcément consommées et qu'il fallait récupérer. Tout à fait. Alors là, je peux vous dire qu'on a collecté, parce que c'est plus frais, 42 tonnes de nourriture liées au site olympique. Donc ça fait 80 000 repas frais distribués juste sur cet événement olympique et paralympique. Voilà. Ça a été aussi une belle visibilité pour nos enjeux. Aux yeux du monde entier, ça c'est quand même très fort. Et puis on a une centaine de bénévoles mobilisés chaque jour dès le lever du soleil sur ces sites. C'est des souvenirs pour la vie. Et même pour moi qui ai porté la flamme olympique. Donc, oui, évidemment, ça marque une vie. Et justement, tiens, sur le bénévolat ou les retours des entreprises, des salariés, quel retour vous avez des entreprises, salariés qui aident le chaînon manquant, mais on peut élargir évidemment la question? C'est un sujet qui s'est beaucoup développé, l'engagement des équipes par le bénévolat ou par le don de temps dans les entreprises. Il y a des très beaux acteurs qui se sont développés sur le sujet pour mettre en relation les entreprises qui se disaient tiens, j'ai des sujets de gestion de fin de carrière ou alors pour mes très juniors de les libérer un jour par mois, 2-3 jours par an pour leur permettre de faire ça. Est-ce que ça fait naître parfois des vocations ? C'est-à-dire le fait d'avoir participé ou que son entreprise participe à une cause fait que des gens se disent tiens, je vais devenir bénévole pour cette association. Je ne suis pas la mieux placée pour y répondre parce qu'on n'est pas sur le terrain à regarder ça tous les jours, mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt des gens qui sont, Valérie complétera peut-être mieux que moi, qui sont engagés à l'origine et qui ont envie de se libérer de ce temps. C'est eux qui ont été très demandeurs à l'origine que leurs employeurs mettent ça en place. Maintenant, j'imagine qu'il y a des occasions, avec les JO par exemple, ont peut-être fait naître des vocations parce qu'on se dit c'est aussi un moment sympa pour s'engager et ensuite on découvre une cause et le fait qu'elle est là toute l'année. Et que... Alors pour les JO, c'est sûr. Donc ça a été un tournant,
dans l'association. Aujourd'hui, on a plein de bénévoles et pas assez de missions pour les occuper. Donc vraiment, ça a été un tournant. Oui. Mais par rapport aux entreprises, effectivement, les programmes d'engagement collaborateur font souvent découvrir l'association aux gens. Et c'est peut-être une petite partie, mais du coup, pour nous, c'est beaucoup de monde finalement qui revient ensuite s'engager dans l'association le week-end, par exemple. Donc effectivement, oui, c'est un bon canal de découverte pour nous. Des ambassadeurs auprès de la Fondation et des personnes qui choisissent où vont les fonds aussi. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prête pour l'impact. Êtes-vous prête pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. 26 minutes d'entretien pour creuser ces enjeux de transformation environnementale et sociétale avec Sandra Wabian aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et vous publiez, c'est chez Flammarion, La mosaïque française, comment refaire société aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va parler du constat peut-être, d'une fracturation, d'une société où les antagonismes s'expriment plus violemment. Alors on le voit quasiment tous les jours à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vrai ailleurs ? Alors, ce que je propose justement dans le livre, c'est d'essayer d'enlever les lunettes noires qu'on a régulièrement sur notre société française et d'essayer de regarder vraiment les constats sur la cohésion sociale. Et ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, il y a des choses qui vont mal, des inégalités de patrimoine qui augmentent, des difficultés dans le monde du travail, une forme de polarisation parfois des opinions. Mais il y a aussi des choses qui vont bien et dont on parle un petit peu moins, comme par exemple l'engagement des jeunes. On a des jeunes de plus en plus engagés dans notre société. C'est pas quelque chose qui est forcément souvent mis en lumière. On a aussi des enquêtes qui montrent que la tolérance progresse. Alors ça peut étonner puisqu'on a de plus en plus de crimes antisémites, racistes, et puis on voit bien dans l'espace public qu'il y a beaucoup de tensions. Mais en fait, quand vous prenez un peu de recul, eh bien, il y a 40 ans, il y avait beaucoup moins d'ouverture, par exemple, par rapport aux couples de même sexe, par rapport même à l'immigration. Donc en fait, quand on regarde un petit peu sur le temps long, en fait, on a une société qui a quand même avancé. Mais alors, qu'est-ce qui donne ce sentiment d'antagonisme ? On peut toujours se regarder le nombril, nous médias. Est-ce que, par exemple, les médias sociaux, les réseaux sociaux qui sont de plus en plus, et on le voit avec l'abandon de la modération, par exemple, dans les médias sociaux du groupe Meta, annoncé par Zuckerberg après la victoire de Trump, est-ce que ce sont des lieux d'antagonisme plus que la société ne l'est vraiment, d'une certaine façon ? Alors, les médias sociaux, mais les médias traditionnels aussi. Oui, aussi. Puisque, en fait, comme on le sait, les médias ont plutôt tendance à parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et puis, des travaux ont montré qu'il y avait une forme de polarisation liée au visionnage de médias. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer d'avis en regardant les médias, vous allez plutôt vous conforter dans vos opinions, voire vous radicaliser un petit peu en allant vers des médias avec lesquels vous êtes d'accord au démarrage. Et donc, le fait qu'on soit dans une société où on est de plus en plus abreuvé de médias, où on est aussi un peu obligé de suivre tout ce qui se passe, fait aussi que ça, effectivement, participe de la polarisation. Et puis, on a une accélération du temps aussi, une accélération du temps qui est liée notamment à l'arrivée du numérique, qui arrive à une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on a du numérique, on est censé gagner du temps avec, et puis finalement on passe des heures et des heures dessus. On y passe de plus en plus de temps. Et donc finalement on court à tous après le temps. Les Français dorment de moins en moins, par exemple. Donc on est tous pris dans une course infernale, et cette course, elle n'est pas propice à la réflexion, à la délibération, au compromis. Oui, effectivement. Lors d'une émission sur France Culture, on va vous proposer une citation de Sandra Wabian. Vous avez déclaré ceci: nous n'assistons pas à une archipélisation de la société française, au sens où ce ne sont pas de petites communautés exclusives qui se font face les unes aux autres, mais bien une forme d'émiettement où les individus ont chacun leur propre identité. Évidemment, vous faites référence, j'imagine, à l'archipel français, c'est le titre d'un livre qui est signé Jérôme Fourquet. D'une certaine façon, si je caricature, vous avez les mêmes chiffres, mais vous n'avez pas la même lecture de la situation, on peut dire ça ?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les travaux de Jérôme Fourquet que je suis avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas la même lecture que lui de la société française. Pour moi, le phénomène qui domine notre société, c'est le phénomène de l'individualisation. Oui. Donc l'individualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le fait que chacun a envie de faire ses propres choix, de suivre son propre chemin. Et ça va du fait de donner un prénom particulier à son enfant, à choisir ses funérailles avec une cérémonie particulière, en passant par le tatouage, où on va se mettre sur la peau des choses très particulières qui vont vraiment nous dire qui on est. Oui. Mais alors, si on est dans une individualisation, donc c'est la mosaïque d'une certaine façon que vous décrivez, bah comment on fait société, malgré tout ? Alors, c'est tout l'enjeu, et notamment parce que cette individualisation, elle vient questionner d'anciens modes de société, et notamment tout ce qui était institutionnel, les corps intermédiaires, le fait qu'on pouvait avoir des représentants qui pouvaient réorganiser et organiser la société. Aujourd'hui, c'est remis en cause. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de vivre ensemble en reconnaissant cette individualité. Moi, la thèse que je propose dans le livre, c'est le fait de dire que on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est un chemin que suit la société française et la plupart des sociétés occidentales d'ailleurs. C'est ce chemin de la singularité. Et donc, il va falloir reconnaître les gens. Ça veut dire leur trouver une place. C'est évidemment très exigeant. Oui. Alors effectivement, et alors ça c'est un enjeu du quotidien, et puis il y a des événements particuliers qui peuvent permettre de faire société. Je pense évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques, le succès des Jeux. Est-ce que pour vous c'est une preuve qu'on peut toujours, puisque vous dites refaisons société, qu'on peut toujours faire société ? Ou est-ce que il y a un petit côté phare aveuglant et on donne trop d'importance à ce qui s'est passé pendant quelques semaines cet été ? On peut parler des Jeux Olympiques en positif, on peut parler aussi du Covid. Oui. À un moment où la société était face à une menace importante, on a quand même demandé des efforts très importants aux gens, de s'enfermer chez eux pendant plusieurs mois, de renoncer à toutes leurs activités. Et les gens s'y sont prêtés quand même plutôt de bonne grâce. Il n'y a pas tellement eu de mouvement de contestation. Donc on voit bien que quand on propose un cadre à la société française, alors soit un cadre coercitif comme ça a été pendant la période Covid, soit un cadre positif comme ça a été pendant la période des JO, on a un élan de la société française. On l'a vu aussi pendant le grand débat, où on a ouvert les portes de la discussion et il y a eu des millions de contributions. Donc si on donne la qui servent à caler les armoires des ministères. Alors c'est là le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les outils qui commencent à émerger pour faire du collectif, ils sont utilisés comme des gadgets. C'est-à-dire qu'on les sort un petit peu comme des prétextes et puis on les range très vite sans en faire quoi que ce soit. Mais il y a un matériau qui est très intéressant et on pourrait s'en saisir, mais il faut trouver une place à ces nouvelles expérimentations citoyennes. Oui, c'est ça, les conventions citoyennes notamment. Il y en a eu sur le climat, il y en a eu sur la fin de vie. Alors, la fin de vie, bon, avec le chaos politique dans lequel on est, dont on va peut-être sortir, qui sait, cette loi, cette réforme, elle est pour l'instant en sommeil. Mais si on prend la Convention citoyenne sur le climat, elle a fait naître beaucoup d'espoir. Il y a certainement eu une erreur majeure de communication d'Emmanuel Macron disant qu'il allait tout reprendre, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que malgré tout, on peut en faire un bilan relativement positif de cette Convention citoyenne, parce que ça a fait bouger certaines lignes? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'exercice en lui-même, qui lui est très positif, parce qu'il permet aux gens de s'exprimer, il permet aux gens de délibérer, de faire du compromis. Il faut savoir que dans la Convention citoyenne pour la fin de vie, on a 40% des gens qui ont changé d'avis, sur des questions quand même très intimes, sur lesquelles on peut se dire que c'est difficile de changer d'avis. Donc en fait, lorsqu'on laisse du temps aux gens, lorsqu'on leur permet de rencontrer des experts, de discuter entre eux, ils arrivent à créer du compromis. Donc ça, c'est pour l'exercice en lui-même. Message et puis, pour les députés, accessoirement. Voilà, sa place institutionnelle. Et aujourd'hui, le problème de ces exercices, c'est que ce sont des électrons libres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui décide à quel moment sur quel sujet. On ne sait pas quel est le devenir en fait de ce qui va être produit par ces conventions. Donc il faudrait une place institutionnelle, c'est-à-dire peut-être que les délibérations, enfin les rapports de ces conventions soient soumis au Parlement. Ou peut-être qu'il y a un référendum derrière. Ou on peut imaginer différentes choses. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un cadre institutionnel pour que effectivement on fasse quelque chose de tout ce matériau qui est créé par les citoyens. Dans votre livre, vous remettez en cause l'esprit de compétition. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur un aspect des choses, c'est-à-dire le fait que notre société, on est dans une société de la note permanente, ce qui est
relativement insupportable. C'est une pression sur tous qui est assez insupportable. Et en même temps, la compétition, c'est un moteur de progrès parfois personnel. Donc, je suis un peu partagé là-dessus. Pourquoi vous remettez en cause l'esprit de compétition ? Alors, je pense qu'on a organisé notre société sous un angle de compétition parce qu'on s'est dit que c'était une manière de créer une forme de justice sociale. C'est-à-dire de se dire, finalement, les ressources ne sont pas illimitées, on va essayer de faire courir tout le monde derrière la même ligne de départ, et puis on verra celui qui court le plus vite, il aura les meilleures ressources. Donc, c'est une espèce de forme de justice sociale. Le problème de cette organisation, c'est que d'abord, c'est très difficile de faire courir tout le monde derrière la même ligne de départ, puisqu'évidemment, on ne vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes ressources intellectuelles, culturelles, patrimoniales, etc. Bon, mettons ça de côté. Deuxième problème, admettons qu'on arrive à mettre tout le monde à égalité. Est-ce qu'on est tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que le mérite ? Il y en a certains qui se lèvent très tôt aujourd'hui, qui sont par exemple, si on prend les éboueurs, qui travaillent difficile, et ils ont un travail difficile, pénible, et pour autant, c'est pas eux qui obtiennent les meilleures places. Donc, est-ce que le mérite, c'est les talents ? Est-ce que c'est l'intelligence ? Est-ce que sont les efforts ? Bon, mettons de côté ce deuxième problème. Troisième problème, le problème, c'est que mécaniquement, forcément, on obtient des gagnants et des perdants. Oui, mais ça, c'est la vie. Oui, mais le problème de cette organisation, c'est que du côté des gagnants, aujourd'hui, on crée du burn-out, c'est-à-dire qu'on pousse tellement tout le monde à courir de plus en plus vite qu'il y a de l'épuisement, on crée finalement des ressources presque inexploitées. Et du côté des perdants, on crée du ressentiment, puisqu'en fait, les gens non seulement sont en situation d'échec, et en plus, on leur dit c'est de votre faute. Vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas été au bon endroit sur Parcoursup, vous n'avez pas fait le bon choix professionnel, etc., etc. Et donc, ça crée du ressentiment. Et donc, on ne peut pas créer une société unie dans une société où on est en compétition permanente. La transformation environnementale, évidemment, c'est un changement de société majeur. On voit qu'il y a des freins qui sont nombreux, on voit qu'il y a parfois le refus, et il s'exprime peut-être encore plus en ce moment, d'un rythme jugé trop rapide ou trop imposé. On peut prendre plusieurs exemples, il nous reste un quart d'heure dans notre entretien. On va parler de la mobilité pour commencer. Déjà, le constat. Le constat, il est évident, mais je veux bien l'entendre avec vos chiffres et avec votre expertise. La voiture, ça reste le moyen de transport plébiscité des Français. Oui, tout à fait. C'est effectivement le principal moyen de transport, que ce soit pour les transports du quotidien ou pour les transports pour aller en vacances, pour plusieurs raisons. D'abord, tout a été organisé autour de la voiture. Donc finalement, les gens ont pu se saisir de cette possibilité pour s'installer. Autre phénomène très important, l'augmentation des prix de l'immobilier, qui a fait que les gens ont dû s'éloigner des centres-villes et donc ils sont d'une certaine manière piégés avec leur voiture, ils ne peuvent pas faire autre chose. Et puis ça reste aujourd'hui un moyen de transport pas cher en fait, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que vous pouvez acheter une voiture d'occasion, pas des voitures électriques. Oui, justement, on va en parler de cet enjeu. Mais vous pouvez acheter une voiture d'occasion pas très chère et finalement du coup avoir plusieurs voitures dans votre foyer. Ouais. Et effectivement, c'est pas simple de faire coïncider mobilité et défense de l'environnement. Et c'est le sens de la question que notre invité précédent, Christophe Rollet, le directeur général de Point S, vous pose. Ravi de vous poser une question. Je voudrais savoir, à votre avis, quels sont l'impact des mesures à la fois de la Commission européenne et des pouvoirs publics aujourd'hui sur l'environnement. Est-ce que vous pensez sur l'automobile qu'ils sont durables et qu'ils permettent aux consommateurs à la fois d'avoir cette démarche pour l'environnement tout en maintenant son pouvoir d'achat, sachant qu'à aujourd'hui, et Point S est bien placé pour le savoir, la conjugaison, l'addition des deux n'est pas toujours une équation solvable. On pourrait le dire autrement, rouler en voiture électrique, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. C'est trop cher malgré les aides. Et peut-être que la voiture électrique n'est pas la seule solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que les gens peuvent continuer à avoir de la mobilité en ayant moins d'impact sur le climat. Donc, il y a la piste de la voiture électrique qui a été beaucoup promue, mais il y a évidemment... Notamment par l'Europe. Il y a cette borne de 2035 avec la fin de la vente des véhicules
thermique. Tout à fait, neuf, mais on reste sur un modèle de la voiture individuelle en fait. Ouais. On essaye de ne pas trop bouleverser les modes de vie de la population. Moi, il me semble qu'un élément qui manque dans l'équation, c'est tout ce qui est infrastructure de transport collectif. Alors ça peut être des infrastructures lourdes, des trains, etc. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres types de solutions, par exemple les cars à haute fréquence. Donc vous mettez en place des cars, donc c'est moins cher, vous n'avez pas besoin de 10 ans pour mettre en place la solution, et ça marche très bien. Les gens, du coup, ont un moyen de transport qui est régulier, qui est fiable et qui utilise la route. Donc en fait, essayez de développer aussi des solutions de transport collectif et pas seulement des solutions de transport individuel. Ouais. Mais ça dépend de qui? Des collectivités locales, essentiellement. Collectivités locales et de l'État, de la puissance publique. Et effectivement, il me semble qu'on fait les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de changer leur mode de vie, on leur dit c'est pas bien, abandonnez votre voiture, elle pollue trop, mais on n'a pas vraiment de solution de remplacement. Et aujourd'hui, la population est un petit peu piégée. Oui, c'est souvent un argument qu'on entend. On aurait dû développer les transports en commun avant d'imposer la voiture électrique, quoi. Voilà, en fait, on le voit par exemple dans les grandes villes où il y a eu un développement des pistes cyclables. C'est en développant les pistes cyclables que l'usage du vélo a progressé et pas inverse. Parce que vous demandez aux gens de prendre leur vélo et ils sont dans une ville où il y a des dangers permanents, ils ne vont pas les prendre en fait. Et on en revient au thème de votre livre, à cette question de faire société, de cohésion sociale. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on a des millions de Français qui se sentent exclus de cette transition environnementale, en tout cas sur la thématique de la mobilité. Donc, avec quel ferment de fracture sociale, justement? C'est certain qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment, et on l'avait vu dans le mouvement des Gilets jaunes, que c'est toujours aux mêmes qu'on demande des efforts, et un sentiment un peu d'injustice sociale. Et l'exemple le plus emblématique de ça, c'est par exemple la question du transport en avion. C'est-à-dire, les Gilets jaunes disaient, bah oui, mais nous, on nous taxe quand on prend la voiture, mais par contre, les voyages en avion, eux, sont plutôt favorisés. Donc, il y a besoin d'une forme de justice sociale, pour le coup, d'efforts qui soient partagés par tous pour que les gens se mettent en mouvement. S'ils ont le sentiment que c'est simplement une partie de la population, et notamment les classes moyennes, à qui on demande des efforts, ça va être compliqué. Ouais. Autre thème, les événements climatiques extrêmes, sécheresse, canicule, inondation que l'actualité nous réserve en ces mois d'hiver. Ces épisodes, ils se multiplient et pourtant le climato-scepticisme, il demeure. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, il est quand même beaucoup moins important qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui remettent en cause le fait qu'il y a des changements climatiques. Mais ils disent que ce n'est pas forcément lié à l'activité humaine. Voilà, il y a encore une proportion relativement importante de Français qui disent ça. Ou surtout, ils disent finalement, les solutions, ça peut être des solutions techniques. C'est-à-dire qu'on va s'en sortir avec la technologie, on va trouver des moyens pour capter le CO2 sous terre, on va trouver des moyens pour se chauffer en utilisant moins d'énergie. Ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Technosolutionnisme, etc. Et ça, c'est un peu l'opinion dominante dans la société française qui permet de résoudre l'idée que on n'est pas contre l'environnement, mais on n'a pas trop envie de bouger non plus nos modes de vie, et donc on se dit qu'il va y avoir le miracle, la fée technologie qui va venir nous sauver. Bon, à peu près tous les scénarios qui sont faits par l'ADEME et d'autres RTE, etc., montrent que ça ne peut pas être la seule solution. Ça peut être une partie du chemin, on peut faire une partie des progrès avec la technologie, mais il va y avoir aussi besoin de changer les modes de vie. Prêt pour l'impact, c'est le thème le titre de cette rubrique, question que je pose à mes invités, mais là, à travers vous, je la pose aux Français d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts, vous venez de commencer à répondre à la question, mais finalement à l'inévitable, ou en tout cas aux conséquences du réchauffement climatique qui est déjà là? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une conscience vraiment complète de toutes les conséquences qu'il va y avoir sur le changement climatique. J'entendais ce matin qu'il y a eu un rapport sur les pratiques sportives. Comment est-ce que nos pratiques sportives vont devoir évoluer? Parce que, l'eau, dans les gens qui font des sports nautiques, le niveau de l'eau va monter. Les sports d'hiver, évidemment, sont impactés, mais aussi les sports de gazon. Enfin, en fait, toutes nos pratiques quotidiennes vont être appelées à évoluer. Je ne suis pas
pas certaine qu'il y ait cette conscience aussi forte. On sait qu'il va y avoir un réchauffement climatique, on sait qu'il va y avoir des conséquences, mais on met un petit peu à distance. Par exemple, aujourd'hui, on a à peu près la moitié du territoire qui est concerné soit par un risque d'inondation, soit par un risque de sécheresse, soit par le risque argileux, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir gonflement, rétractation des sols argileux. C'est quand même énorme. Oui. Bon, je ne suis pas sûre que la population française soit vraiment consciente de ces difficultés-là. Oui. Est-ce que le fait d'en être conscient amènerait forcément à de nouveaux comportements? Alors, pas forcément. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de travaux en sciences sociales. Ce n'est pas parce que vous savez quelque chose que vous le faites. L'exemple typique, c'est celui du fumeur. Vous savez très bien que c'est mauvais pour vous et pourtant vous le faites quand même. Donc, dans les changements de comportement, il peut y avoir d'autres méthodes que juste la sensibilisation. Il peut y avoir les méthodes financières. On vous tape au porte-monnaie avec les questions de fiscalité. On a vu on vous incite. Où on vous incite, voilà. Mais on a vu que ça soulève quand même beaucoup de tensions dans la société française. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les nudges, c'est-à-dire essayer par exemple des petits coups de pouce où quand vous voyez que les autres se mettent à agir, vous allez vous aussi vous mettre à agir. Et moi, je crois aussi beaucoup au discours sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décrit le changement climatique comme l'apocalypse. Ça va être la fin du monde. Personne n'a envie de changer ses comportements pour aller vers la fin du monde. On se dit, du coup, on a un comportement très logique de déni. Foutu pour foutu, on y va. Quoi. Donc, par contre, le fait de changer ses modes de vie, c'est censé aussi apporter, par exemple, si on mange de manière mieux, de manière plus bio, si on s'alimente mieux, on va être en meilleure santé. S'il y a moins de pollution également. Donc par ça, exemple, c'est un enjeu de la santé, ça peut être un levier qui fait bouger les comportements beaucoup plus que le levier environnemental. Oui, donc c'est un enjeu de communication, de récit, d'imaginaire d'une certaine façon. Moi, je crois beaucoup aux imaginaires et à la place du discours, du récit. C'est Harari qui explique qu'en fait, ce qui différencie les hommes des animaux, c'est que le récit leur permet de se mettre en mouvement et ils vont créer des entreprises, ils vont créer des religions, ils vont créer des choses qui vont faire que collectivement, ils vont se mettre en route. Et moi, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Yuval Noah Harari, qui est l'auteur de Sapiens et de Nexus, c'est son dernier livre sur les réseaux d'information, du pigeon voyageur à l'intelligence artificielle, livre passionnant que je vous conseil, si on reste face à cette question des catastrophes naturelles, ce que disent les Français, 75% des Français ne se sentent pas bien préparés face aux inondations. Le chiffre, c'est 73% quand on parle des incendies de forêt, et c'est 59% des Français qui ne se sentent pas bien préparés quand on parle de la canicule. Est-ce qu'on est en train de parler d'éco-anxiété, là ? Oui. Tout à fait. C'est une façon d'incarner l'éco-anxiété. Oui, et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'anxiété, c'est-à-dire on dit beaucoup tout ce qui va mal se passer et on n'explique pas forcément aux gens ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça crée une forme d'impuissance et effectivement d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes, et qui vient alimenter le fait qu'on a des problèmes de santé mentale aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Alors, c'est aussi lié au Covid, mais c'est quand même des signaux un peu alarmants parce que la jeunesse, c'est aussi celle qui doit apporter un peu d'énergie dans notre société. Donc, si on a des taux comme aujourd'hui de personnes qui sont en syndrome dépressif, etc., aussi importants, ça doit nous questionner quand même. C'est l'une des raisons de la baisse de la natalité aussi dans notre pays. Alors c'est plus complexe que ça. Oui, voilà. Dans la baisse de la natalité, alors déjà, c'est un peu... ça serait caricatural de dire éco-anxiété, baisse de la natalité. Non. Je pense qu'il y a plein de phénomènes. Bon, il y a le fait qu'on vit moins en couple. Donc, mécaniquement, on fait moins d'enfants. On se met plus tardivement en couple aussi. Également, le fait qu'on a envie... De la même façon qu'on a envie d'être un individu autonome, on a envie que son enfant soit un individu qui ait toutes les chances de son côté, et donc peut-être qu'on aura un petit peu moins d'enfants pour pouvoir s'en occuper un petit peu mieux. Donc ça va aussi avec l'individualisation. Et puis, il y a aussi des phénomènes d'inquiétude par rapport au niveau de vie, par rapport au chômage. Donc, et puis après, il y a aussi tout ce qui se joue du côté de l'égalité homme-femme. On sait qu'en France, on avait une natalité assez importante, notamment parce que on a, par exemple, des systèmes de garde et d'écoles. On parlait de miracle français. C'est vrai qu'en se comparant aux autres pays européens, alors on reste
un pays avec un taux de natalité plus élevé que les autres, mais notre taux a quand même bien baissé. Voilà, donc il y a peut-être des questions qui se jouent autour de la place des femmes et le fait que les femmes ont envie d'avoir vraiment les mêmes carrières que les hommes aujourd'hui, et également, donc, en miroir, la place des hommes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du fait qu'il faut que les femmes évoluent dans leur carrière, mais il faut aussi que les hommes évoluent dans leur vie familiale pour qu'il y ait vraiment une parité. Je vous pose cette question parce que ça a évidemment des conséquences économiques et sociales qui sont importantes. Notre système de protection sociale, notre système de retraite, il repose sur un nombre d'actifs important. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni là aussi, aujourd'hui, en France ? Alors, il me semble qu'il y a d'autant plus une forme de déni qu'il y a un rejet massif de l'immigration. Or, ça pourrait être un des paramètres de l'équation. On voit bien que c'est soit on fait plus de bébés, soit immigration, soit des robots pour faire le boulot des humains. C'est ça. Voilà, mais jusqu'à présent, on n'a pas complètement réussi à remplacer les humains par des robots. Voilà. Même si, effectivement, il y a une partie des tâches qui sont remplacées. Donc, il y a effectivement une forme de déni et une forme de rejet de l'altérité qui est quand même très forte dans notre société. Donc, qui pose les questions sur, comme vous le dites, la pérennité du modèle. Mais c'est vrai aussi du débat sur les retraites et le fait de travailler plus longtemps. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec cette situation démographique, il n'y a pas beaucoup de choix que de travailler plus longtemps. Oui, c'est vrai. Après, il faut aussi savoir que le monde du travail, la pénibilité au travail a plutôt eu tendance à augmenter. Et donc, les gens sont aussi inquiets de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, en fait, de leur carrière. C'est pas simplement qu'ils sont flemmards et qu'ils ont envie de se tourner les pouces à la retraite. C'est qu'ils sont assez inquiets de réussir à tenir le rythme. Et ça, c'est vrai pour les ouvriers, mais c'est vrai aussi pour les cadres qui sont inquiets de ne pas réussir à tenir le niveau de stress et de productivité dont on parlait tout à l'heure permanent. Je voudrais, il nous reste 1 minute 30, qu'on parle quand même de l'eau, du partage de l'eau, parce que est-ce que c'est l'un des thèmes sur lesquels les Français sont peut-être justement, on parlait de déni, les plus réceptifs, c'est-à-dire les plus conscients, les plus actifs même déjà? Alors en tout cas, on a publié récemment des travaux pour la Caisse des dépôts qui montrent qu'effectivement, il y a une augmentation de la proportion de Français qui fait attention à la manière dont ils utilisent l'eau. Mais ça va de pair avec un développement des pratiques qui n'est pas totalement cohérent, et par exemple le développement des piscines individuelles qui mobilisent beaucoup d'eau. Après, sur le sujet de l'eau, il faut savoir que les principaux impacts, ce ne sont pas les individus, ce sont les entreprises, l'agriculture, et l'agriculture, etc. Donc les ménages, c'est une petite partie du chemin, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'eau qu'il n'y avait pas il y a forcément 30 ans. Avec des enjeux de partage. Alors, guerre de l'eau, le terme est certainement trop fort, mais on voit déjà des frictions, et on en revient à la question de faire société autour de ces enjeux. Oui, alors il y a des commissions en fait qui peuvent exister au niveau local pour essayer de se mettre d'accord entre tous les usages de l'eau. C'est extrêmement compliqué parce que, par exemple, l'activité de tourisme a besoin de beaucoup d'eau pour se développer, l'agriculture aussi, les ménages aussi, et donc qui va accepter finalement de réduire son usage de l'eau? Et effectivement, il va falloir qu'on crée des cadres de discussion pour réussir à résoudre ces enjeux, parce que ça va être des enjeux de plus en plus importants. Merci beaucoup, Sandra Wabian. Je rappelle le titre de votre livre, La mosaïque française, comment refaire société. C'est publié aux éditions Flammarion. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Start-up, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Smart Ideas avec Thibaut Kibler, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le directeur général d'Atypique, créé avec Simon Charmette en mars 2021. Vous êtes basé à Lyon. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Atypique, c'est l'idée de mon associé justement Simon, fils d'agriculteur dans l'Ardèche, avec un constat qui était simple, c'est qu'en fait en France on gaspille des fruits et légumes. Il y a 11% de la production agricole qui est gaspillée chaque année en France. 11%, c'est un impact énorme du point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique, parce qu'en fait 11% de gaspillé, c'est 11% qui ne va pas dans les poches des producteurs. C'est un manque à gagner estimé à plus d'1 milliard d'euros. Et c'est ça le combat d'Atypique, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc Atypique, c'est le premier grossiste de fruits et légumes moches. On n'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas c'est notre combat, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire à la source. Oui, parce que souvent ils ne sont pas si moches que ça, ces fruits et légumes. Qu'est-ce qui fait qu'ils sortent du circuit de la grande distribution?
Grande distribution ou du autres commerce, grossistes, ou hein, du commerce en général. Effectivement, tout simplement un peu des normes qui ont été établies, mais qui ne sont même pas des normes légales. Hein. C'est vraiment des normes et des habitudes de consommation qui ont été mises en place. C'est nous C'est nous, consommateurs, mais c'est aussi la grande distribution. On s'est habitué à moins les acheter, quoi, c'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, les produits qu'on vend, ils ressemblent à ce qu'on peut trouver sur les marchés. C'est un produit qui est un peu trop gros, un peu trop petit, qui a une tache sur la peau. Il y a effectivement quelques produits qui sont moches, entre guillemets, un peu biscornus, mais c'est même pas 10%, 5% de notre offre. Hein. Quasiment tout ce qu'on vend, c'est vraiment des défauts de calibre ou des défauts esthétiques qui sont minimes. Enfin, quand on vend une pomme qui fait 90 grammes, elle est trop petite, mais elle est toute brillante, elle est parfaite. Et en fait, un enfant peut se régaler avec sans aucun souci. Donc, le point de départ, c'est plutôt d'aider les producteurs, c'est ça? À quel point vous les aidez? Justement, le point de départ, c'est vraiment les producteurs. On a même fait un sondage, on est assez content récemment chez les producteurs pour voir ce qu'on a fait avec eux. Il y a 80% des producteurs avec qui on travaille qui nous ont dit sauver beaucoup plus de produits grâce à nous. 66% qui ont même dit qu'ils ont changé leur méthode de récolte ou de tri pour pouvoir sauver ces produits. Donc on voit qu'on a vraiment un impact à la source chez les producteurs en proposant ce nouveau débouché. Parce que, je leur disais, un produit qui est gaspillé, oui, c'est pas bien pour la planète, mais ça ne leur apporte rien. Donc c'est vraiment une grosse plus-value pour eux que de pouvoir vendre ces produits-là. Pourquoi ils ont dû changer leur méthode? Parce que spontanément, ils savaient reconnaître le fruit qui n'allait pas passer, c'est ça? En fait, souvent, il y a deux cas de figure. Il y a les produits qui sont récoltés en plein champ. Je prends l'exemple des carottes, des patates. Donc là, c'est des machines qui passent et qui récoltent tout. Et donc là, c'est juste créer des nouvelles chaînes de tri à la fin. Donc avant, c'était des tris qui disaient ces carottes-là, on ne les vend pas. Mais il y a aussi des produits plutôt récoltés dans les arbres, notamment les fruits, là où c'est récolté à la main. Et en fait, c'était même pas récolté, c'était laissé sur l'arbre. Donc ça veut dire juste revoir un peu leur propre cahier des charges de récolte pour élargir leur champ de choix de produits récoltés. On est même 4 ans après quasiment la création d'Atypique. Vous en êtes où du développement? Comment va le grossiste? Le grossiste va bien, le grossiste est un peu plus gros maintenant, on est assez content, on est maintenant 30 dans les équipes. On a sauvé plus de 5000 tonnes de fruits et légumes depuis qu'on s'est lancé, on a 800 clients, on travaille avec des grands groupes de la restauration collective comme Sodexo, Newrest, etc., mais de la restauration commerciale comme le groupe Accor. Donc on est vraiment dans une phase de grosse expansion. On est à Paris, Lyon, Marseille. Donc plein de beaux projets avec une ambition assez claire pour nous, pour 2025, c'est réussir à atteindre la rentabilité. Donc c'est vraiment notre objectif de cette année. Alors justement, qui sont vos clients? Parce que si nous, consommateurs, on s'est habitués à rejeter ces fruits et légumes, peut-être poussés un peu par la grande distribution, qui vous les achète? Vu qu'on est un grossiste, on livre les professionnels. Et donc, comme je l'expliquais juste précédemment, donc la restauration collective, donc c'est les cantines, donc les cantines scolaires, les cantines d'entreprise, les médico-sociales aussi, tout ce qui est EHPAD et hôpitaux, et la restauration commerciale. Et donc là, ça peut être tout type de restaurants, des traiteurs, des cafés, et on fait un petit peu d'épicerie, et on va même jusqu'aux événements sportifs, livrer des grands événements, comme on a livré par exemple le marathon de Paris. Donc on est capable vraiment d'avoir un champ de possibles assez large parce qu'on peut livrer tous les professionnels en fait. Vu que les fruits et légumes sont pareils, ils sont juste un peu différents, mais le goût est le même. Et en plus, goût est le même. Est-ce que ça coûte moins cher? Exactement, ce que j'allais vous dire. J'allais venir. Voilà, vous me sentez venir là-dessus. Notre positionnement aussi, c'est de se dire, en passant par Atypique, bien sûr vous faites un geste envers la planète, mais aussi vous faites des économies. Et c'est pas que le cœur du projet, parce qu'on se dit il faut faire des économies, d'accord, mais aussi on propose à tous nos clients un ensemble en fait de visuels pour communiquer sur la démarche, parce que pour nous la démarche prend tout son sens quand en fait nos clients peuvent aussi communiquer sur le fait qu'ils luttent contre le gaspillage alimentaire, mais qu'aussi ils puissent sensibiliser leurs convives ou les consommateurs sur qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire chez les producteurs. Donc on fournit des affiches qui expliquent c'est quoi un produit déclassé, c'est quoi les raisons du déclassement. Donc ils sont gagnants à la fois financièrement, mais aussi au travers de l'image. Merci beaucoup Thibaut Kibler et bon vent à Atypique. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut, je vous dis à demain.